Chers amis, nous nous retrouvons donc pour la seconde partie de ce libre journal de la résistance française, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Donc on va poursuivre jusqu'aux alentours de 20h en raison du nombre d'intervenants et de la qualité, je pense, de la première partie. Donc je rappelle que autour de ce micro, Pierre Stader, qui est analyste financier, Lucien Cerise, qui a publié, c'est la seconde édition qui sort, Gouverner par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation, et Alain de Benoît, qui intervient à différents titres, et qui notamment nous a présenté le numéro de la revue Éléments, dont le dossier est Le système, le comprendre pour le combattre, et l'ouvrage de Charles Robin, paru chez Crisis, s'appelle Le gauche du capital, l'irrébéralisme culturel et idéologie du marché. Alain de Benoît va sortir le traité transatlantique et autres menaces chez Pierre-Guillaume Deroux dans quelques jours. Donc je rappelle que Alain de Benoît et Lucien Cerise seront à la librairie Facta ce samedi, donc samedi 13 décembre, de 14h30 à 18h pour signer ses ouvrages, et où vous pourrez trouver, j'espère que vous serez nombreux à venir, l'ouvrage formidable de Charles Robin qui s'appelle La gauche du capital, libéralisme culturel et idéologie du marché. Afin d'être tout à fait complet, le week-end, le samedi suivant, donc ça sera le samedi 20 décembre, de 12h à 19h30, sera mis en vente une partie de la bibliothèque de Dominique Vénère, qui a été vendue et dont j'ai acheté un certain nombre de volumes. Et donc tous les volumes portent l'ex-libris de la bibliothèque de Dominique Vénère, sont souvent signés par Dominique Vénère, annotés par Dominique Vénère ou dédicacés à Dominique Vénère. Donc, comme c'était un peu compliqué de les mettre dans la librairie, on fait une journée spéciale le samedi 20 décembre, donc ça tombe bien, c'est juste avant Noël. Et donc, si vous voulez offrir un cadeau intelligent aux gens de votre famille ou à vos amis, ça va en gros de 3 € à 40 €, donc c'est quand même extrêmement abordable. Et ça permet d'avoir un souvenir de ce grand homme et historien que nous regrettons tous. Donc, je vous propose qu'on lise quelques messages parce que il est de tradition, donc je vais vous les lire un peu dans le désordre. Ils sont pas toujours aimables, enfin bon, c'est un peu la règle, et c'est parfois un peu mélangé, mais je pense que vous arriverez à faire le tri et répondre à un certain nombre de questions. Alors évidemment, moi je les prends un peu dans le désordre. Veuillez passer les messages de vos auditeurs au lieu d'évaluer ou d'évaluer les thèses de vos blaireaux, je ne sais pas quoi, pour dissimuler le communisme rampant dans toute l'Europe occidentale. Bon, comprenne qui pourra. Pour le moment, j'ai pas été encore accusé d'être anti-israélien, parce qu'en général, il y a un auditeur qui écrit toujours disant que je suis pas assez sioniste. C'est vrai, on n'a pas. Soyez optimiste, Manuel. Voilà, la soirée n'est pas terminée. On n'a pas abordé non plus les soucoupes volantes, mais enfin, ça va venir. Alors là, mais ça, c'est une remarque peut-être un peu facile, enfin un peu directe, mais qui est tout sauf idiote. On est arrivé dans le monde du satanisme. La destinée de l'âme divine a disparu. Jacques Attali a dit « Nous sommes là pour réparer le monde ». Donc, d'une certaine manière, le monde leur appartient. Cette belle assemblée est en train d'accuser, je pense qu'Alain de Benoît, vous pourriez répondre, ou Pierre Stader, cette belle assemblée est en train d'accuser le capitalisme. Certes, en France, nous sommes en capitalisme d'État, qui s'appelle en réalité le communisme cher à monsieur Alain de Benoît. Alors, je dois dire qu'on a essentiellement parlé quand même du libéralisme plus que du capitalisme. Et il y a plusieurs formes de capitalisme, d'après moi. Il y a le capitalisme financier, il y a le capitalisme entrepreneurial, et je pense qu'on parlait plutôt ce soir du capitalisme financier. Et d'autre part, je répète que libéralisme et capitalisme n'ont strictement rien à voir, puisque le plus grand État libéral du monde aujourd'hui, drastiquement, c'est la Chine. On voit qu'on peut parfaitement associer capitalisme et communisme. Il n'y a aucun droit social pour les salariés. Il n'y a pas de jour de vacances. On pouvait associer dictature et capitalisme avec notamment le Chili de Pinochet et les Chicago Boys. Avant qu'on continue, est-ce que vous voulez intervenir sur cette question ? Lucien Cerise. Il n'y a pas du tout à intervenir. Il y a toujours des crétins, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pour penser que si on critique le capitalisme, on est forcément communiste. Donc ils ont deux idées dans le crâne.
il y a le capitalisme et le communisme. Alors, il faudrait leur faire pousser des neurones, mais ça, je suis incapable de faire ça. Alors, Lucien Cerise, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, le suffixe en isme signifie la direction, ce qui dirige. Le royalisme, c'est quand le roi dirige. Le nationalisme, c'est quand la nation dirige. Le capitalisme, c'est quand le capital dirige. Le capital, c'est quoi? C'est l'argent. Donc, s'il y a des gens qui sont satisfaits avec un argent roi, je vois pas pourquoi ils écoutent Radio Courtoisie. Voilà. D'ailleurs, Pierre Stader, je crois que vous pourriez intervenir, parce que c'est pas un secret, vous êtes un catholique intransigeant, peut-on dire. Je suis un catholique tout court. Catholique tout court. Mais l'Église a toujours, très longtemps, condamné le libéralisme. Elle l'a toujours condamné. Et a toujours eu une méfiance de l'argent. Assise qu'elle était sur une doctrine évangélique très hostile à l'usure en particulier. Or, c'est l'usage du prêt usuraire qui a été un des ferments du capitalisme moderne, et qui l'est toujours d'ailleurs. C'est vrai, mais on ne va pas s'embarquer dans une discussion là-dessus. Le sujet, quand même, vous me le concéderez, très complexe. Et on pourrait faire une... Il y a aussi les racines franciscaines. Il y a aussi les racines franciscaines. Je fais volontairement très court, et je ramasse. Mais au plan doctrinal, ce que je dis est vrai. Dans la pratique... Alors... on a vraiment un très grand nombre de messages, donc je pense que c'est un... Alors, lisez. Ce que vous dites me fait penser à ce qu'évoquait Pierre Carmat au début des années 70 avec la notion d'échappement du capital. Alors, il y a peut-être qu'Alain de Benoît qui doit savoir ici qui est Pierre Carmat, si c'était bien noté. Aucune idée. Bon. Alors, la baisse du pétrole organisée par les Américains et les Israéliens est faite surtout pour affaiblir la Russie. C'est vrai. Je pense que, en tout cas, il y a une chose qu'on peut dire. Il y a un problème de demande aussi. Ouais, je pense qu'il y a en tout cas une chose qu'on peut dire pour les brillants économistes, c'est que 2 événements essentiels se sont produits durant ces 4 derniers mois que aucun économiste n'avait prévu, qui est la baisse du prix du pétrole et l'affaiblissement de l'euro. Vous pouvez reprendre tous les économistes, je ne peux pas Pierre Stader, vous qui lisez toute la presse économique, y compris la presse très spécialisée, etc., aucun économiste n'avait prévu ni la baisse de l'euro, ni la baisse du pétrole. Voilà. Ils sont payés pour dire ce que leur chef leur demande de dire. Alors, on a eu toute une série d'interventions, justement, sur les propos que vous avez tenus en début d'émission, Pierre Stader, à propos de cette finance noire. Finance de l'ombre. Donc, j'ai du mal à comprendre comment on a pu créer 100 fois plus d'or papier que d'or physique. Comment le prix de l'or papier peut-il légalement déterminer celui de l'or physique sur la fausse prétention qu'il sera adossé à ce dernier? C'est comme si on pouvait émettre 100 fois plus de papier sur sa propre maison. Quelle autorité pourrait interdire une telle tromperie? Alors, vous allez peut-être intervenir là-dessus, c'est une question un peu particulière, mais il y en a une autre. Je m'étonne que la valeur de l'action de la BNP, vu la richesse de cette banque évoquée à l'entête, ne soit pas plus haute. À quelle sauce allons-nous être mangés vu tout ce qui se passe? Alors on a toute une série sur ce genre de questions. Vous pouvez peut-être répondre en quelques instants, justement, sur ce qu'on appelle cette finance noire. Non, mais cette finance noire, n'est pas riche, qui représente 10 fois plus que le PIB réel mondial. Les gens ne comprennent pas qu'on est assis sur un tonneau de dynamite. Alors, d'abord, le shadow banking, c'est un volume transactionnel. Il y a, avec des titres inscrits sur du papier, pour faire court. Ça ne veut pas dire que ce volume représente la valeur scripturaire. Mais pour vous donner une idée, en 2002, le shadow banking qui s'est développé, la finance de l'ombre, c'est-à-dire non régulée, il faut insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière. La régulation, c'est la frontière. Représentait dans le monde 25 000... excusez-moi, c'est parce que les chiffres sont tellement faramineux. Il représentait 20... Vous voulez que je vous aide? Écoutez, 20 000 milliards, excusez-moi, 20 000 milliards de dollars en 2002. On en est à 60 000 milliards. Donc, je rappelle, le PIB de la France sur un an, c'est 2 000. Et là, on a 60... On est sur des volumes de cet ordre de grandeur. Alors, il faut ajouter juste un mot. Il faut ajouter que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que il reste
sur l'idée que l'argent, c'est des choses qu'on met dans un coffre-fort, hein, Bien comme sûr. au cinéma. Et alors, il y a des piles comme ça. Vous faites bien de le préciser. Ils ne comprennent pas que l'argent scripturaire, c'est quelque chose qui vaut pour. C'est pas du tout de l'argent physique, même ramené à des billets de banque d'une valeur nominale très forte. Bien sûr. On a eu plusieurs émissions. J'ai eu la chance, bon, avant qu'il décède, d'avoir plusieurs émissions avec Michel Prieur, qui dit toujours, même si c'est une relique barbare, la seule valeur réelle en matière de monnaie, c'est l'or. Bon, et accessoirement l'argent. La terre. Voilà, ou la De terre. toute Mais façon, la terre, on la met pas dans un coffre de banque. On peut remonter au système des assignats pour savoir comment ça fonctionne. Si vous avez dans la poche un billet de 200 €, vous pouvez acheter des choses pour 200 €, mais aussi longtemps que les gens considèrent que ces 200 valent ce qu'ils vont vous vendre, bien entendu. Fiduciaire, c'est fides. Fides, c'est la confiance. C'est la foi, c'est la tout confiance. le monde sait que la foi et la confiance sont impliquées dans le système financier. Bien S'il n'y a entendu. plus de confiance, Il y a plus vous de pouvez système. avoir 50 000 milliards. Si c'est 50 000 milliards scripturaires de papier intemporel et électronique, ça ne vaut plus rien. Bien entendu. Alors que la veille, ça vous permettait d'acheter la moitié d'un pays. Et ce qui fait le lien entre le passage de la société du credo à la société du crédit. Voilà. Alors, on a toutes sortes enfin, beaucoup de messages. Donc, les traders sont, enfin, les traders, les agents de, non, Les à agents traduire- de change, les agents de change, oui, bon, si on veut. sont des crapules qui travaillent sous l'emprise de la cocaïne, ce qui les pousse à prendre de plus en plus de risques et à gagner de plus en plus de bonus. Je crois que c'est une bonne Mais définition. c'est une bonne définition c'est parce la- qu'ils sont jeunes. Voilà, et c'est l'alliance, d'ailleurs cette alliance qui a été abordée au cours de cette émission rapidement, qui mériterait d'être plus creusée, dont il y a des ouvrages de Xavier Offert, vous citiez un... Jean-François Guéraud, Voilà, avec ça, qui est justement un spécialiste très fin de ces mécanismes. cette économie Xavier du crime. Offert en étant plus un observateur, si on veut. Voilà. On sent que les propos de Jean-François Guéraud sont soutenus par une vision du monde. D'ailleurs, il cite Michel à plusieurs reprises. Hein. Bien sûr. Donc, Bien sûr. il prolonge les travaux de Xavier Offert dans le domaine de la criminologie. Oui. Il va un peu au-delà, d'ailleurs. Et donc, C'est une thèse. et on voit bien qu'il y a une économie du crime qui est couverte par les banques. Mais bien Les gens ont entendu. toujours du mal à penser qu'une banque puisse être malhonnête. Finance de l'ombre, non régulée, idéale pour blanchir de l'argent. Puisqu'elle est non régulée, mais elle rentre dans le système régulé en permanence. Il y a une injection, c'est comme un sang qui coule. Un Alors, on a- sang noir. Alors, on a toutes sortes de félicitations, je ne vais pas les lire. Je préfère lire les messages désagréables, sauf quand ils sont vraiment odieux. Mais Alain de Benoît est là pour y répondre d'une manière rapide et sèche, enfin, efficace. Donc, on a d'autres messages. L'Union européenne est une escroquerie, elle se terminera par une banqueroute. Sachant que ce délit consiste à employer des moyens ruinés pour gérer une entreprise non viable. Je trouve que c'est une assez belle définition. On a fêté en 1997 le solde par le directoire de la dette publique de l'État. Il faut toujours se souvenir de ça. C'était gigantesque. En 1787, le directoire, juste après Brumaire, hop, il n'y a plus de dette, terminé. Ça arrive, on peut le faire. Bien sûr. Ouais. Alors, bon, je vous passe les détails parce qu'il y en a certains qui n'ont pas de rapport. Je pense que ce marché, une dame nous écrit, je pense que ce marché mondial est sans limite, ne sert à rien puisqu'il n'y a presque plus rien de valable à acheter dans quelque domaine que ce soit, même les vêtements. Alors, c'est une réflexion, je dirais, qui peut passer assez terre à terre, mais c'est l'expression même que vous décrivez, qu'Alain de Benoît a décrit, que d'autres décrivent, justement, sur cette baisse de la qualité, avec ce système dans lequel... L'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, où les Dont gens vous parlez, d'ailleurs. sont obligés de consommer avec une qualité des produits qui diminue, mais c'est le système, justement ce système qui est décrit dans le numéro d'un élément, qui a changé et qui a transformé les gens en consommateurs. Les gens préféreraient évidemment avoir des biens durables, et aujourd'hui, on ne leur vend plus de biens durables. Et effectivement, ce que dit cette femme est exact, il n'y a presque plus de rien de valable à acheter. Ce que décrit, par exemple, Michéa ou d'autres personnes. C'est très intéressant. On en vient à posséder des choses qui ne valent rien. C'est pour ça que le capitalisme industriel est complice du capitalisme financier. Bien sûr. Alors, on a encore d'autres interventions. Le libéralisme est le terrain idéal pour implanter le communisme. On en fait l'expérience en France depuis plus de 50 ans.
Autre message, Karl Marx avait en horreur d'être qualifié de marxiste. Il disait souvent « Non, ne suis surtout pas marxiste », alors qu'aujourd'hui, on nous parle tout le temps des marxistes. Qu'en pensez-vous ? Il n'était pas carliste non plus, non ? Voilà. Alors, je ne sais pas ce que... voilà. Alors, on a d'autres messages. Il est exact que Marx a toujours dit « Je ne suis pas marxiste ». Maintenant, ce qu'il voulait dire, c'est prendre ses distances vis-à-vis des interprétations qu'on donnait de son œuvre. Maintenant, quand l'auditeur ou l'auditrice dit qu'on ne nous parle que des marxistes, je pense que, je ne sais pas très bien dans quel monde il ou elle vit, mais enfin, moi, j'entends parler quand même d'autre chose. On entend plutôt parler des libéraux. Alors, je voudrais juste faire Oui, allez-y, Lucien. Moi, ce que j'ai retenu de Marx, c'est une question en 2 mots. C'est qui paye ? Commande. Voilà. Alors après, on peut rajouter, on peut compléter. Mais moi, ce que je retiens de Marx, en fait, et du marxisme, c'est ça. C'est la question qui paye. Qui se développe, qui se décline en qui paye l'orchestre, commande la musique. Voilà, oui. Alors, on a encore... Bon, je vais encore lire quelques messages. Un grand merci, etc. Je m'étonne, alors vous pouvez peut-être intervenir, effectivement, parce que c'est un sujet que vous avez développé dans un certain nombre d'articles, notamment dans Nouvelle École, etc. Je m'étonne de ne pas avoir encore entendu mentionner l'école de Francfort. J'y pensais parce que l'école de Francfort n'est pas directement en jeu dans ce dont nous avons parlé. L'école de Francfort a exercé, chacun le sait, une grande influence, non seulement en Allemagne, mais dans le monde, à partir des années 30, avec des auteurs influents comme Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse et bien d'autres. C'est une école progressiste et néo-marxiste, mais qui a professé quand même un marxisme critique et qui a fait une critique moderne de la modernité à certains égards. La deuxième génération de l'école de Francfort, à mon avis, est en chute libre par rapport à la première. Elle est représentée aujourd'hui principalement par le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui est le grand théoricien de ce qu'il appelle l'agir communicationnel, qui nous emmène, à vrai dire, assez loin du marxisme. Alors, on va terminer. Je voudrais que vous développiez, avant qu'on se termine, même si ça peut paraître annexe, je pense que c'est en relation directe avec nous. Je pense que c'est une notion qui va être développée d'ici quelques temps, bon, qui est le narcissisme immature qu'a décrit Christopher Lasch dans le début, ou disant qu'on est vraiment rentré dans une société, une civilisation de narcissiques immatures. Oui, et je crois que c'est directement relié à tout ça. L'exemple type pour les auditeurs de Radio Courtoisie étant, alors je suis désolé parce que je ne connais pas le mot en français, étant le développement stupéfiant depuis 2 ou 3 ans de ce qu'on appelle les selfies. C'est-à-dire... En français, c'est autoportrait. Hein, oui, mais autoportrait ne rend pas ça. Parce qu'avant, les peintres faisaient des autoportraits. Ça n'a strictement rien à voir. Maintenant, les gens, c'est le spectacle narcissique en se présentant, en prenant soi-même sa photo. Ce qui est bien dans le mot selfie, qui n'est pas... Je l'admets volontiers, pas spécialement plaisant, c'est qu'on retrouve dedans le mot anglais self, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qui est vraiment le soi. Hein. Christopher Lasch, dont vous avez cité le nom, qui est un auteur américain des plus intéressants, malheureusement décédé aujourd'hui depuis quelques années, et dont les œuvres ont été popularisées en France précisément par l'intermédiaire de Jean-Claude Michéa. Eh bien, Christopher Lasch avait été l'un des premiers, il a été tout à fait précurseur en ce domaine, à décrire le type anthropologique que fabrique le monde actuel comme un monde d'immatures narcissiques. Alors, comme il citait volontiers Freud, mais à mon avis, à juste titre sur ce point, il mettait en rapport l'avènement de ce type avec l'incapacité de nos contemporains à résoudre leur Oedipe, c'est-à-dire leur incapacité à trouver un élément symbolique d'ordre de type paternel qui leur permettent de couper par rapport au monde fusionnel de la mer. Alors,
on admet ou on n'admet pas la théorie freudienne de l'Oedipe, mais le résultat, en tout cas, est bien conforme à cela, c'est-à-dire des individus qui ont été élevés dans un monde où il n'y a plus de père au sens général du terme, c'est-à-dire où il n'y a plus de principe d'autorité, où il n'y a plus ni d'homme dans la famille, ni d'institution, ni de relais institutionnel qui incarne l'autorité, donc qui est habitué à être dans un monde où l'idéal reste quand même de faire aussi vite que possible ce que l'on veut, hein, avec la petite réserve que font en général les auteurs libéraux. On est sur Terre pour faire tout ce qu'on veut, à condition de ne pas empêcher les autres d'en faire autant. Mais il est évident que c'est un mot d'ordre extrêmement équivoque, car c'est tout ou rien. C'est pas un décalogue, c'est un unilogue. Voilà. Si l'on est sur Terre pour faire ce que l'on veut, mon Dieu, bientôt on ne prêtera plus beaucoup d'attention à ceux qui vous empêchent de le faire. Si Dieu n'existe pas, faites ce que vous voulez. Oui, c'est encore autre chose qui se discute, ça. Le complexe. Mais attendez, 30 secondes, parlez pas tous en même temps. On va me dire déjà que les gens... Mais en tout cas, ce sur quoi nous pourrons nous accorder, c'est effectivement, chaque époque a son type anthropologique. Et nous sommes actuellement dans une époque où il y a un type anthropologique dominant au sens, pas forcément que c'est le plus répandu, mais que c'est celui qui donne le ton, hein. Et celui qui donne le ton, c'est cette espèce d'individu immature, narcissique, estimant que la société est là pour lui donner le maximum de droits, le minimum de devoirs, et lui donner des opportunités, comme on dit en franglais aujourd'hui, hein. C'est ce type qui domine. Sur le plan sociologique, le bobo correspond finalement assez bien à cela. Et évidemment, c'est une révolution morale. C'est une révolution morale par rapport à la quantité de doctrines, religieuses ou philosophiques, religieuses ou profanes, qui faisait obligation à l'homme de lutter contre certains penchants, estimant que ces penchants l'amenaient à tomber en dessous de lui-même et qu'ils avaient intérêt au contraire à trouver ce qui l'élevait et qui lui permettait d'atteindre son télos, comme dit Aristote, c'est-à-dire sa raison d'être dans ce bas monde, n'est-ce pas, hein? Alors, avant qu'on ne se quitte, tu as Pascal qui est peu intervenu, donc vous vouliez... Non, seulement je voulais apporter une petite précision bibliographique chronologique. Nous parlions de Christopher Lasch. Je crois qu'il n'est pas inutile de préciser aux auditrices et auditeurs que l'œuvre de Christopher Lasch a été précocement un petit peu commentée par la Nouvelle Droite. L'ouvrage, d'ailleurs, le complexe de Narcisse, était paru dans sa première édition en 1981. Et je me souviens, peut-être qu'Alain Noudon me corrigera, je crois qu'un article assez dense, signé par Guillaume Fay, avait été publié dans Nouvelle École. C'est très probable. Voilà, qui commentait vraiment de manière très complète. Et l'école Francfort, d'ailleurs, elle aussi avait fait l'objet de commentaires, notamment de la part aussi de Guillaume Fay, qui était très tourné vers ces auteurs-là, dès la fin des années 70, et en particulier dans son essai « Le système a tué les peuples ». Donc je crois que même si cette figure de narcissique s'est développée de manière exponentielle dans les 2 décennies qui ont suivi, je crois que déjà, dès la fin des années 70 et début des années 80, il y avait déjà des prolégomènes qui montraient que, bon, cet individu, non seulement, bien sûr, peuplé par millions les sociétés occidentales, mais surtout, il faisait déjà l'objet d'œuvres intéressantes, et Christopher Lasch avait déjà écrit dès cette époque-là. Oui, bien avant les commentaires de Michel. Pour une raison très simple, c'est que Christopher Lasch, encore une fois, était américain. Il regardait les Américains qui avaient, sinon... était un peu l'avant-garde, son pilier. Était en avance par rapport aux évolutions qui se sont produites par la suite en Europe. D'autre part, le livre de Christopher Lasch, Le complexe de Narcisse, auquel vous faites allusion, est paru au tout début des années 80 en France. Il n'est paru chez un grand éditeur, puisqu'il est paru chez Robert Laffont. Mais les autres livres de Lasch, qui sont tout à fait intéressants, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, 15 ou 20 ans, pour que, à l'initiative principalement de Jean-Claude Michéa, il commence à être traduit aux éditions Climat, aux éditions Flammarion, à commencer par son très grand livre sur l'idéologie du progrès. Alors, voilà, vous allez conclure Lucien Cerise, parce qu'il va falloir qu'on passe à la seconde partie quand même de notre émission. Donc je voulais aussi revenir sur le complexe d'Oedipe qu'il est possible de traduire d'une manière un peu moins dramatique que justement dans le contexte freudien. En fait, ça a été redécouvert par la psychologie et validé en fait il y a dans les années, dans les dernières années, sous le terme de mécanisme de la gratification différée.
Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est le mécanisme psychologique que l'on apprend en gros entre 0 et 5 ans, par lequel on renonce au tout de suite. Voilà. Et ça, effectivement, c'était l'intuition de Freud, il appelait ça comme ça, complexe d'Oedipe, mais en fait, ça a été complètement validé. On sait maintenant qu'effectivement, un enfant qui ne renonce pas au tout de suite, et donc en fait a une espèce de relation fusionnelle avec historiquement la mère, mais ensuite ça peut être reproduit dans la recherche du groupe fusionnel, par exemple, qui en fait, si on ne renonce pas à cet idéal fusionnel, on ne peut pas se socialiser normalement. Voilà, c'est vivre à crédit. On peut très bien ne pas se référer au modèle freudien, encore que personnellement je trouve qu'il est assez bon sur ce point, mais c'est un fait communément admis, ou qu'il l'était, que les enfants doivent apprendre à devenir adultes. Devenir adulte était quelque chose qui allait de soi et pour lequel il y avait toute une série de techniques, de méthodes, de circonstances qui ont toutes été plus ou moins abolies. Et comme nous sommes dans une société qui, par ailleurs, baigne dans le jeunisme, dans le mythe de la jeunesse éternelle, donc l'idéal, c'est beaucoup plus l'éternel adolescent que l'adulte. L'adulte étant regardé avec suspicion, comme porteur de valeurs un peu ringardes, d'autorité archaïque, l'extrême jeunesse étant assimilée à une créativité indéfiniment renouvelée, ce qui d'ailleurs n'est pas faux, bien entendu. Il ne s'agit pas du tout de discréditer la jeunesse, bien au contraire, mais il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour devenir adulte. Or, ça, c'est une des choses que notre société perd complètement de vue, d'où la montée du narcissisme immature. D'ailleurs, Élément avait sommé le Tocsin au début des années 80, avec une couverture célèbre, La fête de la jeunesse, avec un Tintin, il y a un dossier surtout qui était déjà pertinent, déjà visionnaire. Alors, si vous voulez, on va se séparer. Donc, je rappelle qu'en première partie, j'ai reçu Gabriele Adinolfi, qui est un journaliste italien, souvent reçu à Radio Courtoisie, donc qui vient de signer un ouvrage qui s'intitule Année de plomb et semelle de vent. Voilà, Année de plomb, 20 ans de cavale. Aux éditions de Synthèse Nationale. Voilà, aux éditions Synthèse Nationale, et qui vient de sortir, qui est disponible dans les quelques librairies, pourrait-on dire, dissidentes de Paris. D'autre part, notre ami Pierre Stader, donc, qui est analyste financier, Lucien Cerise, qui a signé, notamment, parce qu'il en a signé plusieurs autres ouvrages, Gouverné par le chaos, qui vient, ouvrage, je répète, mythique, un peu comme à ce point-là. Oui, non, mais rien que le titre est excellent. Et donc, qui est publié chez Max Milo. Et d'autre part, Alain de Benoît, donc, qui avait signé il y a 2 ans Au bord du gouffre, qui nous a décrit le contenu numéro d'éléments consacré au système, qui nous a aidé à percevoir la richesse de l'ouvrage de Charles Robin, La gauche du capital, libéralisme culturel, l'idéologie du marché, que je vous recommande. C'est un livre très clair et absolument fondamental. C'est un livre essentiel qui, à mon avis, qui marquera les esprits, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un livre vraiment majeur. Je suis totalement d'accord avec vous, Emmanuel. Qui vient de sortir chez Crisis. On va aborder la seconde partie, parce qu'Alain de Benoît reste avec nous. Donc, Lucien Cerise et Alain de Benoît signeront donc samedi prochain, samedi 13, à la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, leurs ouvrages respectifs. Et j'espère que vous serez nombreux, chers amis auditeurs, à venir à cette librairie pour pouvoir non seulement faire signer les ouvrages que vous prendrez, mais également converser avec les auteurs. Alors, on a cité 2 auteurs ce soir, l'un étant Jean-Claude Michéa, lui qui est professeur de philosophie et qui a publié, on n'en a pas parlé parce que la Common Decency, mais qui est développé par Orwell. J'espère qu'on fera un ouvrage là-dessus, enfin une émission un jour là-dessus, mais qui a signé des ouvrages importants. Je citerai seulement donc L'enseignement de l'ignorance, Orwell Anarchistory, Impasse Adam Smith. J'ai plus les titres récents en tête. Et il a publié le livre sur le mythe d'Orphée. Enfin, il y a énormément de livres, mais il suffit de taper Jean-Claude Michéa, M-I-C-H-E-A, sur n'importe quel
Moteur de recherche, et on retrouve toutes les informations à son sujet. Voilà. Et d'autre part, Christophe Lache, Oui. donc qui est SCH, voilà, qui est un sociologue américain. oui, malheureusement décédé aujourd'hui. Et dont un grand nombre d'ouvrages sont disponibles en français, Absolument. largement grâce à Jean-Claude Michéa, Oui. et qui a publié notamment, excusez-moi, Le complexe de Narcisse. le complexe de Narcisse, et vous citiez un autre ouvrage que j'ai plus en tête. Oui, c'est à propos de la théorie du progrès, je n'ai plus le titre présent à l'esprit, Et mais vous ça le- se trouve aussi très facilement. Voilà. Et ce sont des livres extrêmement clairs et vraiment intelligents, et c'est d'autant plus intéressant que ces auteurs viennent très clairement de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la gauche, la vraie gauche. Oui, voilà. par habitude, habitude un peu fossile. Mais ils sont intéressants parce qu'ils éclairent le présent. Et qu'éclairant le présent, ils éclairent aussi ce qui vient, au lieu de ressasser des choses du passé. Donc ils sont d'une très grande utilité pour ceux qui veulent saisir le fond même du moment historique que nous vivons. Alors, chers amis, nous allons nous quitter. Donc, pour ceux qui désirent quitter le studio, vous pouvez le faire discrètement. Et sinon, maintenant, avec Pascal, on va aborder donc le nouvel opus, pourrait-on dire, d'Alain Benoît, parce que c'est un gros ouvrage, qui s'intitule « 4 figures de la révolution conservatrice allemande », Werner Sombart, Arthur Müller-van den Bruck, Ernst Niekisch et Oswald Spengler, qui sont 4 personnages importants. Et je dirais que jusque-là, vous aviez plutôt écrit sur Müller-van den Bruck, fait publier un certain nombre d'ouvrages de Niekisch. Il y avait eu un numéro spécial d'Oswald Spengler, mais en tout cas, jusque-là, vous n'aviez, enfin, d'après moi, vous n'aviez jamais approfondi sur Werner Sombart. Alors, si vous voulez, d'abord, pour situer ce livre, disons que c'est un travail assez classique d'histoire des idées, qui s'adresse par conséquent à ceux qui ont des préoccupations qui vont un peu au-delà de la politique politicienne, et qui s'intéresse à l'histoire des idées, parce que cette histoire, elle aussi, elle éclaire notre présent. Dans ce livre, je me penche sur la vie et sur l'œuvre, et pour faire bref, sur l'itinéraire de 4 penseurs très inégalement connus en France: Werner Sombart, Arthur Müller-van den Bruck, Ernst Niekisch et Oswald Spengler. Ce sont 4 auteurs qui sont très différents. Ils ne sont pas de la même génération, ils ne sont pas forcément sur les mêmes positions, mais ils prennent tous place dans un vaste mouvement de pensée auquel on a donné, après 1945, le nom collectif de révolution conservatrice allemande. Alors, avant de parler des auteurs, il faut dire quelques mots sur ce mouvement, dont la formulation peut être un peu étrange pour les oreilles. Révolution et conservatrice, ça paraît déjà un peu contradictoire. Or, précisément, les auteurs de cette mouvance sont des gens qui s'affirment en général révolutionnaires parce qu'ils estiment que ce qui mérite d'être conservé ne peut plus l'être dans les conditions présentes que par une révolution. Et ils soulignent qu'ils veulent déjà réunir des notions que certains esprits de leur temps tenaient pour contradictoires. Le mot conservateur mérite par ailleurs un mot d'explication dans la mesure où, en France, ce terme de conservateur a été assez rarement utilisé, en particulier au XXe siècle. C'est un fait bien connu qu'aucun homme politique, de droite ou de gauche, ne se présente comme un conservateur, le mot étant tenu plus ou moins comme synonyme de réactionnaire. Mais vous savez bien également qu'il n'en va pas du tout de même en Allemagne et aussi dans les pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, où les conservateurs, c'est un peu le terme générique pour utiliser le mot droite, alors qu'à l'inverse, le mot droite en Allemagne, par exemple, est assez peu
est assez peu utilisé. Mais il y a un vocabulaire politique propre à chaque pays. Pour prendre un autre exemple, chacun sait bien que le mot libéral aux États-Unis a un sens tout à fait différent de celui qu'il a en Europe continentale. Et pour complété par une anecdote, je rappellerai qu'il est toujours très difficile de faire comprendre aux Allemands qu'en France, le parti radical est en fait un petit parti très modéré. Voilà, alors que les radicaux en Allemagne, c'est plutôt l'extrême droite. C'est l'extrémiste, voilà. Évidemment. Mais je dirais, quand on dit en France, on a un parti radical, alors les gens imaginent quasiment des personnages casqués, n'est-ce pas et alors on leur explique, parti radical, c'est vraiment très très modéré. Ils sont un peu surpris. Ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis, je dirais qu'on y revient. Parce que c'est quand même des gens qui sont libéraux en économie et qui sont libertaires en matière. C'est vrai, simplement, et donc je dirais que ils admettent un peu plus d'intervention étatique que les conservateurs. Mais enfin bon, ne rentrons pas sur tout cela parce que c'est une autre conversation. Donc, il y a un auteur allemand, plutôt suisse-allemand, que j'ai bien connu, qui est aujourd'hui disparu, qui s'appelait Armin Mohler. Armin Mohler, qui dans sa vie a été secrétaire pendant de longues années de l'écrivain célèbre écrivain Ernst Jünger, et qui par ailleurs a été aussi, dans les années 50, correspondant à Paris de plusieurs quotidiens de langue allemande. Armin Mohler avait publié au tout début des années 50 un livre tiré de sa thèse de doctorat, et qui était une grande monographie, une grande enquête sur la révolution conservatrice allemande, terme sous lequel il plaçait quantité de groupements, de courants, d'individus, d'hommes politiques, mais surtout d'essayistes, de théoriciens, qui avaient comme caractéristique d'avoir été, sous la République de Weimar, des adversaires irréductibles du système de Weimar, des adversaires du traité de Versailles et de l'humiliation qui en avait résulté pour l'Allemagne, mais qui, en même temps, ne rejoignaient pas, ne se confondaient pas avec le national-socialisme, dont ils se tenaient à l'écart pour différentes raisons, d'orientation, de doctrine ou toute autre raison, prise de distance d'ailleurs que les nazis leur ont bien rendue, puisque lorsque Hitler a pris le pouvoir, certains membres de la révolution conservatrice ont été persécutés, certains ont été assassinés, comme Edgar Jung, d'autres ont été emprisonnés, comme Ernst Nikisch. Mais, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette mouvance, car ce n'est rien d'autre qu'une mouvance, groupe quand même 300 ou 400 personnes différentes, peu connues en France pour l'essentiel, mais c'est un mouvement d'une richesse intellectuelle et politique absolument considérable. Alors, dans le passé, j'ai déjà écrit sur la révolution conservatrice allemande, j'ai aidé à faire traduire en français le grand livre d'Armin Mohler aux éditions Pardès, où il est malheureusement épuisé depuis longtemps. Vous l'aviez fait enrichi d'ailleurs, dans mon souvenir. Oui, j'y avais ajouté une partie française pour la bibliographie notamment. Et dans ce dernier livre, j'ai voulu présenter plus en détail que je ne l'avais fait jusqu'à présent 4 personnages, 4 figures, puisque c'est le titre de l'ouvrage, 4 figures assez représentatives de cette révolution conservatrice allemande dans toute sa diversité. Alors, on peut parler, si vous voulez, mais là, il faut m'interrompre parce que je ne veux pas me lancer dans un trop long monologue, mais on peut parler un peu de chacun de ces personnages. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, vous l'avez dit que c'était une mouvance. Oui. Parce qu'on peut, conceptuellement, on peut dire que a été créé le concept de révolution conservatrice allemande. Oui. Est-ce qu'ils se sont conçus en tant que tels, ou est-ce qu'il y a eu le travail de Mohler qui les a associés, un peu comme, par exemple, en France, on a eu un ouvrage important sur les non-conformistes des années 30, vous voyez, ou par exemple, en littérature, les hussards, par exemple, qui, en général, ont toujours dit non, mais nous, on n'est pas des hussards, c'est un terme qui a été créé par les médias. Comme Marx disait, je ne suis pas marxiste. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a C'est une bonne question et vous faites une très bonne comparaison avec les non-conformistes des années 30. En effet,
les représentants de la révolution conservatrice ne se désignaient pas comme tels. Ils étaient répartis dans des courants différents. Les deux principaux courants étaient le courant jeune conservateur, young conservative, qui, j'insiste sur le sens très particulier qu'a le mot conservateur en Allemagne, qu'il ne faut pas du tout prendre comme en France comme synonyme de réactionnaire. L'un des leitmotifs d'ailleurs des jeunes conservateurs allemands, c'était nous ne voulons pas conserver le passé, nous voulons conserver ce qui ne passe pas. On voit bien l'optique dans laquelle il se situait. Alors il y avait ces jeunes conservateurs, avec des gens comme Müller von den Bruck, Heinrich von Gleichen, Max Hildebert Böhm, Ottmar Spann, et bien d'autres encore, évidemment. Il y avait les nationaux révolutionnaires, parmi lesquels la figure la plus connue à cette époque-là, c'est-à-dire le tout début des années 20, n'est autre que le grand écrivain Ernst Jünger, qui connaissait à ce moment-là l'apogée de son engagement politique, avec lequel il prendra par la suite, évidemment, beaucoup de distance. Il y a une troisième tendance qui est la tendance völkisch, qui est très difficile à définir en français. On pourrait dire que ce sont des populistes naturalistes qui attachent beaucoup d'importance aux lois organiques de la vie des peuples, qui sont parfois un peu plus fantaisistes que les autres. Dans les figures les plus connues en France de la révolution conservatrice, il faut citer Jünger et son frère Friedrich Georg Jünger. On peut citer bien sûr le grand juriste Carl Schmitt. On peut citer Oswald Spengler. Carl Schmitt, auquel vous avez consacré un ouvrage. D'autres travaux. Je prends ici ceux qui ont été le plus traduits à l'étranger. Lorsque je reprends la liste des 4 auteurs dont je me suis occupé, il y a eu un livre de Müller von den Bruck traduit, enfin 2 livres de Müller von den Bruck traduits en français. Il y a eu quelques livres de Werner Sombart, pas grand-chose de Nikisch. En revanche, Spengler est une figure, je dirais, mondialement connue, puisque son livre le plus célèbre, Le déclin de l'Occident, qui est le premier tome de 1918, a été traduit pratiquement dans tous les pays du monde. C'est donc quelqu'un dont la célébrité est tout à fait attestée. Oui, mais qui en même temps est très mal connu. Qui reste mal connu, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce qu'il a voulu dire. Mais... Alors, vous voulez qu'on les prenne les uns après les autres, ou vous voulez qu'on reste un peu sur la mouvance de la révolution conservatrice? Alors justement, Alain Benoît, est-ce que vous pourriez revenir sur la notion d'image conductrice qui était chère à Armin Moller et qui définissait un petit peu les cadres généraux de cette vaste mouvance, notamment qu'il a différencié des nostalgies wilhelmiennes, qui montraient vraiment des différences avec une pure posture réactionnaire ou nostalgique de l'ordre qui précédait la fin de la Première Guerre mondiale et le dictat de Versailles, et par rapport aussi, bien sûr, à la modernité. Le terme d'image conductrice est employé par Moller parce qu'il voulait déterminer quels étaient les grands thèmes moteurs de chacun de ces courants. Et il parlait de Leitbilder, c'est-à-dire au sens propre d'image conductrice. Mais je dirais que c'est un peu un détail de l'analyse. Ce que voulait montrer Armin Moller, c'est qu'effectivement ces jeunes... certains étaient nationalistes, mais d'autres ne l'étaient pas du tout, donc c'est difficile de les qualifier collectivement. On peut, je pense, les rapprocher des non-conformistes des années 30 à certains égards. Les non-conformistes des années 30 étaient des gens qui n'étaient ni fascistes, ni nazis, ni libéraux, ni communistes. Position, à l'époque, il faut bien le dire, assez étroite, mais avec des gens aussi remarquables que Jean de Fabrègue, Thierry Monnier, dans une certaine mesure Georges Valois et quelques autres. Et justement, ce qui est quand même intéressant, c'est que certains ont voulu en faire... même pas des précurseurs, mais les fascistes français. Je pense, par exemple, à l'historien israélien Ziv Sternel. Oui, où il y a à la fois de très bonnes choses et de mauvaises choses. Sternel est un monsieur qui voit des fascistes partout, même dans les rangs des antifascistes. Alors ça complique évidemment beaucoup les choses. Il est clair qu'on a souvent
tenter de les discréditer par association ou par contiguïté avec le nazisme auquel il ne voulait pas se mêler. Par ailleurs, certains membres de la révolution conservatrice ont cru pendant quelques années que la révolution nationale, entre guillemets, de 1933 allait combler leurs vœux, et ils ont déchanté. C'était le cas d'ailleurs de Carl Schmitt, qui a cru au régime hitlérien entre 1933 et 1936, et après a été privé de toutes ses fonctions publiques. Mais bon, il faut se tenir en dehors des polémiques si on veut étudier sérieusement ce qu'on pensait. Alors c'est vrai que c'est un courant qui se cristallise sous Weimar. Donc dans une période de temps relativement courte, qui va de 1919 à 1932. est au fond très peu de temps. Alors, ce courant, en même temps, a des racines, parce qu'on peut toujours faire la généalogie des idées, il a des racines à la fin du 19e siècle, surtout chez les Völkisch. Le mouvement de jeunesse, le fameux Van der Vogel, notamment, a joué un peu le rôle de pépinière. Il y a eu l'ambiance terrible des tranchées qui a accéléré et cristallisé certaines prises de conscience politique, et puis après il y a ce qu'ils sont devenus à l'époque du Troisième Reich, ceux qui sont rentrés dans une sorte de résistance intérieure, ceux qui se sont ralliés, qui ne sont pas les plus nombreux, ceux qui ont choisi l'exil ou qui ont choisi carrément la résistance. Donc le premier personnage dont je m'occupe, lui, c'est un peu un aîné. Il déborde légèrement du cadre de la révolution conservatrice, car c'est à la fin du 19e siècle qu'il a publié l'essentiel de son œuvre. C'est un économiste, c'est Werner Zombart. Qui est quand même, vous le disiez, qui est quand même encore aujourd'hui bien connu, dont les livres sont quand même disponibles, et qui n'est pas frappé du sceau de l'infamie. Ces livres sont toujours considérés... apparaissent dans les ouvrages de sociologie historique. Tout à fait. Il est considéré comme un des grands fondateurs de l'économie moderne. Mais, encore une fois, l'essentiel de ses livres, c'est plutôt la période 1880-1910. Oui. Donc, dans le temps, il est un peu éloigné des choses plus sulfureuses qui ont marqué les décennies suivantes. Oui, vous insistez surtout sur son ouvrage Le socialisme. Le socialisme allemand, mais bon, il y a surtout le bourgeois et les juifs de la vie économique qui ont été traduits en français chez Payot. Oui, mais ça, c'est relativement marginal. Mais je dirais que vous parlez beaucoup du socialisme allemand. Werner Zombart, à l'origine, est un économiste, un professeur d'économie. On disait les économistes de la chair, n'est-ce pas, à l'époque. Donc, avec toute l'autorité de cette catégorie de professeurs allemands de l'ancien style. Et c'est un homme qui a d'abord été marxiste et qui s'est intéressé à l'histoire du mouvement social et qui a publié un petit livre. À l'époque, c'était un petit livre qui faisait une centaine de pages sur l'histoire du mouvement social. Et ce petit livre, il n'a cessé tout au long de sa vie de se rééditer. Et ce qui n'était qu'une brochure d'une centaine de pages est devenu une œuvre monumentale en 6 gros volumes. Au passage, cette histoire du mouvement social s'est transformée en une histoire générale du capitalisme. Et il s'est passionné pour l'histoire du capitalisme et en même temps l'histoire du mouvement socialiste. Il a publié un petit livre d'ailleurs qui s'appelle Luxe et capitalisme, qui malheureusement n'a jamais été traduit en français, un autre qui s'appelle Guerre et capitalisme. Et puis il a publié un livre qui est celui qui en France a eu le plus de succès, c'est celui qui s'appelle Le Bourgeois, qui a été publié dans l'entre-deux-guerres par les éditions Payot, et dans lequel il étudie le bourgeois non seulement en tant que classe bourgeoise, en tant que représentant d'une classe sociale, mais également en tant que représentant d'un type idéologique ou d'un type même anthropologique, c'est-à-dire les valeurs bourgeoises qui vont très au-delà du système de référence économique. Alors, il a publié un livre dont on a beaucoup parlé aussi, qui s'appelle « Les Juifs et la vie économique », et dont la publication se place dans le cadre des discussions qui avaient été ouvertes par le grand livre de Max Weber,
sur les rapports entre le capitalisme et l'éthique puritaine du protestantisme, notamment du calvinisme. Les thèses de Weber, qui plaçaient l'origine du capitalisme dans le protestantisme, dans les valeurs protestantes, a été discutée très fortement dès qu'il les a émises, et elles le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et Zombart pensait que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un certain type de valeurs, de type contractuel en particulier, qui renvoyaient à l'éthique moderne du capitalisme. Le livre a été traduit en France aux éditions Payot avant la guerre. Il a été traduit par Yankelevitch, je crois, et il a suscité des discussions très intenses. Aujourd'hui, le sujet paraît sulfureux, mais il faut savoir qu'à l'époque, le livre de Zombart a été très violemment attaqué par les milieux antisémites allemands, qui ont estimé que finalement il rendait honneur aux anciens Hébreux par son livre, et notamment un des grands antisémites de l'époque s'appelait Théodore Fritsch, qui était un peu l'équivalent de Drummond en France, a multiplié les brochures contre Zombart pour le vouer aux gémonies, des brochures signées d'un pseudonyme d'ailleurs, je crois, Theodorich Roderich Soltheim ou quelque chose comme ça. En tout cas, Zombart a donc toute sa vie s'est penché toute sa vie sur l'histoire du capitalisme. Sur sa vie politique, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été un homme essentiellement d'écriture. Mais à force d'étudier l'histoire du capitalisme et du socialisme, il s'est pénétré peu à peu de l'idée que chaque peuple avait son propre socialisme. Et que par conséquent, il y avait un socialisme pour les Anglais, un socialisme pour les Français, un socialisme pour les Allemands. Et il s'est mis en devoir de dessiner les grandes lignes de ce qu'il considérait être le socialisme allemand. Autre livre de lui qui a été publié en France chez Payot. Et qui a été réédité par les éditions Pardès, chez Pardès, à l'époque. Voilà. Mais enfin, c'est un livre qui est totalement épuisé. Le tirage avait été modeste. Oui, malheureusement, les livres de cette collection sont presque introuvables. C'est presque introuvable aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur Zombart, sinon renvoyer à une œuvre qui est très, très intelligente, très minutieuse, qui abonde en considérations parfois fulgurantes et qui ouvre les yeux sur beaucoup de choses, mais qu'on ne peut pas évidemment passer ici dans le détail. Mais ce qui est, Zombart, oui. Ce qui est important quand même dans son livre sur le socialisme allemand, il est très critique vis-à-vis de l'idée de progrès. D'ailleurs, ça lui a été reproché avec une espèce de retour à la terre. Les seuls, vous disiez qu'ils n'ont pas attaqué les organismes nationaux socialistes, les revues, etc. C'était dans la mouvance de Walter Darré, qui était plutôt avec l'idéologie paysanne. C'est vrai. Il y avait chez Zombart un très fort préjugé en faveur de la paysannerie. Cela dit, au moment où Hitler arrive au pouvoir, Zombart est déjà un très vieux monsieur, qu'on laisse tranquille parce qu'on considère, à juste titre d'ailleurs, que son œuvre est derrière lui, et il va mourir en 1941. Non, je dirais qu'il était très critique vis-à-vis de ce qu'on appelle le progrès. Mais oui, mais alors là, Jean-Claude Michéa vous dirait qu'il était en cela l'héritier fidèle du mouvement socialiste et ouvrier des origines, qui reprochait à l'Ancien Régime son système de domination économique, mais ne lui reprochait pas du tout son enracinement paysan, ses structures traditionnelles organiques, bien au contraire, et mouvement socialiste qui était au départ très hostile au progressisme, c'est-à-dire à cette idéologie du progrès portée par l'idéologie, par la philosophie des Lumières, et qui, elle, nous renvoie très directement au libéralisme. Zombart avait compris qu'entre l'idéologie libérale et l'idéologie du progrès, il y a une affinité très profonde qu'il rejetait au nom même du socialisme. Pour l'anecdote, il faut dire également que le fils de Nicolas Zombart, Werner Zombart, Nicolas Zombart. Le fils de Werner Zombart, qui s'appelait, car il est mort lui aussi il y a peu de temps, Nicolas Zombart, a été un peu, dans sa jeunesse, le fils adoptif de Karl
Schmitt, sur qui il a d'ailleurs publié des livres pas très aimables une fois qu'il est lancé. Une fois qu'il est devenu plus connu. Voilà. Mais enfin, c'est un homme que j'ai connu, qui était d'un commerce néanmoins assez agréable. Alors voilà pour Zombart. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire sur Arthur Müller-Vandenbruck? C'est évidemment totalement autre chose. C'est un publiciste, c'est-à-dire au sens propre un essayiste politique, mais qui a aussi une œuvre théâtrale, poétique, littéraire importante. C'est un jeune homme au tout début du XXe siècle, et c'est un assez mauvais élève à l'école. C'est un bohème, on dirait aujourd'hui. Il est très doué, très créatif, mais toutes les disciplines l'insupportent. Et c'est à tel point qu'après s'être marié très jeune, lorsqu'il est appelé au service militaire, il ne veut pas faire son service militaire et il déserte. Enfin, il fiche le camp. Et il fiche le camp d'Allemagne. Et on va le trouver d'abord en Italie. Et très vite, il s'installe où? Eh bien, il s'installe à Paris. Et le jeune Arthur Müller-Vandenbruck va partager la vie de la bohème littéraire et artistique à Paris dans les années 1900-1905. Et c'est là, très curieusement, ou peut-être de façon très significative, qu'il va prendre conscience de son identité nationale allemande et que progressivement, le jeune homme fantasque et bohème va se métamorphoser en théoricien du mouvement néoconservateur allemand. Une étape très importante de son œuvre va être. Il a écrit énormément. Il a beaucoup traduit aussi. Oui, il a beaucoup traduit. Il a été un traducteur de Garpo. Oui, mais ça, c'est un peu. J'y viendrai tout à l'heure parce que c'est un peu à part. Il a d'abord fait une douzaine de volumes sur l'histoire de l'Allemagne à travers des grandes figures de l'histoire allemande. Alors, il y avait un volume sur les poètes, un volume sur les écrivains, un volume sur les souverains. Et donc, il s'est passionné pour l'histoire allemande. Il a fait un livre sur le théâtre de variété français. D'ailleurs, c'est assez drôle et peu connu. Et par ailleurs, il s'est lancé dans une entreprise extraordinaire et gigantesque qui a été la traduction en allemand des œuvres complètes de Dostoïevski. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur du travail. Et puis, lorsque la guerre éclate, eh bien à ce moment-là, celui qui n'avait pas voulu faire son service militaire se porte volontaire et part pour le front et va donc faire la guerre dans les tranchées, comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, ce qui va accélérer son mûrissement, je dirais, à la fois politique et intellectuel. Et au tout début des années 20, on va le retrouver dans les rangs des néoconservateurs, notamment à cette revue très influente qui s'appelait Gewissen, c'est-à-dire Conscience. Et à Berlin, il va devenir un peu le maître à penser. En Allemagne, on dit le spiritus rector, n'est-ce pas, de toute une mouvance à la fois politique et intellectuelle, avec Heinrich von Gleichen-Russwurm, Max Hildebert Böhm, Wilhelm Stapel et encore beaucoup d'autres. Et il va être l'un des critiques les plus ardents du traité de Versailles, et il va se spécialiser, si j'ose dire, dans la critique du libéralisme. Et je dois dire que cette critique, quand on la relit aujourd'hui, reste d'une singulière actualité. La grande idée que défend Müller-Vandenbruck, c'est que le libéralisme, c'est, je cite ces termes, le système à tuer les peuples. Formule qui sera repris par la suite. Formule qui sera reprise par la suite et promise, comme vous le savez, à un certain avenir. Et en 1923, je crois, Müller-Vandenbruck publie un livre dont le titre, évidemment, prophétique. mais équivoque. Et prophétique, mais profondément équivoque, car il a été mal compris, puisque son livre s'appelle Le Troisième Reich, Das Dritte Reich. Or, à la même époque, Müller-Vandenbruck est déjà... Ouvrage qui est préfacé par Thierry Monnier, d'ailleurs, la version française, il faut le souligner. Et qui a été réédité, qui avait été... Oui, toujours édition libre, édition Sorlo, nouvelle édition latine. Alors, attendez. Ce livre paraît en 1923, à une époque où Müller-Vandenbruck est déjà engagé dans de nombreuses polémiques contre les nationaux-socialistes.
Et il appelle son livre Le Troisième Reich. Dans sa pensée, car le livre a failli s'appeler La Troisième Voie, puis Le Troisième Parti. Son idée, c'est qu'il fallait trouver une doctrine qui soit équidistante du libéralisme et du socialisme marxiste. Donc son troisième empire, c'était cela. Et ça se référait aussi aux théories de ce mystique du Moyen-Âge, Joachim de Flore. du Moyen-Âge qui s'appelle Joachim de Flore, et qui avait analysé l'histoire de l'humanité de la façon suivante, en disant il y a d'abord eu... Excusez-moi. Il y a d'abord eu le temps, le règne du Père avec le judaïsme, puis le règne du Fils avec le christianisme, et nous allons aller vers le troisième règne, qui sera le règne du Saint-Esprit. Et c'est une idée à laquelle se réfère explicitement Müller-Vandenbrouck. Donc le livre paraît à une époque où le mouvement nazi ne représente pas encore grand-chose en Allemagne, mais sous le titre Le Troisième Reich. Et il va être traduit en France, et il va être préfacé par un grand écrivain français qui est Thierry Bonnier. Je rappellerai pour l'anecdote que le Troisième Reich hitlérien a répudié lui-même cette étiquette de Troisième Reich en 1940 pour ne plus adhérer qu'à l'étiquette de Reich allemand. Donc l'équivoque, évidemment, aujourd'hui, elle est patente, mais à l'époque, les choses sont tout à fait claires. Le livre de Müller-Vandenbrouck est tout à fait sans rapport avec le chemin que va prendre le national-socialisme. C'est si vrai d'ailleurs que le malheureux Müller-Vandenbrouck, qui toute sa vie avait été un peu dépressif, trouve que la situation politique n'évolue pas dans le sens de ses voeux. Il voit le mouvement nazi prendre forme, mais c'est pas ce qu'il voulait. Il voit les conservateurs marquer le pas, il perd confiance dans l'avenir. Et en 1925, il se donne la mort en se jetant du haut d'un pont de Berlin, après une vie qui a été relativement brève, mais au cours de laquelle il a publié un très grand nombre de livres, dont certains mériteraient évidemment d'être traduits. Voilà, vous aviez contribué à la publication d'un recueil d'articles, La Révolution du peuple jeune. Oui, j'ai contribué à toutes ces publications, vachement intéressant. Notamment aux éditions Pardès. Oui, alors ça c'est une thématique qui était propre à Müller-Vandenbrouck, qui est une thématique assez intéressante. Müller opposait les peuples jeunes aux peuples vieux. Pour lui, les peuples vieux, c'était les vieux États-nations du type de l'Angleterre ou de la France ou de l'Espagne. Et les peuples jeunes, c'était d'abord l'Allemagne et l'Italie, parce qu'ils avaient fait leur unité nationale beaucoup plus tardivement. Et il y associait volontiers les peuples du tiers-monde. Il y avait chez Müller-Vandenbrouck un côté très fortement anticolonialiste, et il voulait lancer une sorte d'internationale des peuples jeunes contre les vieux États-nations, n'est-ce pas? Alors, ce que je voudrais savoir, s'il vous plaît, c'est Alain de Benoît. Donc, je rappelle, chers amis auditeurs, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française de Radio Courtoisie, et je reçois en seconde partie de cette émission Alain de Benoît pour un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Les Amis d'Alain de Benoît, qui s'intitule « 4 figures de la révolution conservatrice allemande ». Et donc ces 4 figures sont Werner Sombart, Arthur Müller-Vandenbrouck, Ernst Nikisch et Oswald Fengler. Et Alain de Benoît signera cet ouvrage samedi 13 décembre, donc samedi prochain, de 14h30 à 18h, à Librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e. Donc je voulais vous interroger, je reviens à notre propos, il existe, si j'ai bien compris, en fait, une biographie de Müller en français, qui est la traduction, l'ouvrage de Stan Laurisens. Et alors, non, mais attendez, je peux parler? Oui, bien sûr. Donc, il n'existe, d'après moi, qu'une seule biographie disponible, et donc qui a été traduite en 2000 aux éditions Michel Lafon. Bon, que faut-il en penser? Parce que le titre s'appelle L'homme qui a inventé le Troisième Reich. Oui, or, vous nous avez expliqué que ça n'avait strictement aucun rapport. Je dirais qu'il faut en penser le plus grand mal.
C'est une biographie très détestable, écrite par un homme qui visiblement ne connaît pas son sujet, et qui, à partir du titre Le Troisième Reich, a extrapolé d'une façon qui vraiment est même risible. Je dirais que c'est pas un livre mauvais, c'est un non-livre. Je voudrais dire, par contraste, qu'il existe en Allemagne notamment de très nombreuses biographies de Arthur Müller von den Bruck, y compris bien sûr des biographies très critiques à son endroit, des biographies très critiques, mais qui sont sérieuses. Il y a un livre un livre sur lui de près de 700 pages qui a été publié il y a 2 ans, qui est sans doute le grand livre définitif sur Arthur Müller von den Bruck. Et puis, il y a tous les travaux sur lui. J'ajoute que chacun des textes que je consacre dans ce livre aux 4 personnages est suivi d'une bibliographie de l'œuvre du personnage en question, et aussi avec une bibliographie secondaire, c'est-à-dire un signalement de tous les livres qui ont été consacrés à ces personnages. Donc, mais les 2 choses sont tout à fait distinctes dans le livre. J'ai oublié de le préciser, et ce qui est quand même très dommageable de voir, mais c'est pas le seul cas, pour d'autres auteurs, hommes politiques, etc., que des traductions d'ouvrages de l'étranger sont en général les plus mauvaises. Et c'est pour ça, pour aussi des auditeurs, vous voulez lire les ouvrages, celui-là est très mauvais. Parce que là, il y a le coup de baguette magique. L'homme qui a inventé le Troisième Reich, il n'a pas inventé le Troisième Reich, le malheureux, il détestait Hitler et les nazis. Il a appelé son livre le Troisième Reich en voulant l'appeler le troisième parti, la troisième voie, la troisième voie, ou tout ce que l'on veut. Non, c'est vrai que ce livre de Laurissin, c'est une rare médiocrité. C'est un des rares livres que j'ai pu vendre dans mon existence, après l'avoir lu. On peut signaler aussi dans l'espace francophone la thèse de Denis Göldel, qui avec Göldel a travaillé sérieusement. Ne parlez pas tous en même temps. Denis Göldel est un universitaire français, critique des vues de Müller von den Bruck, mais qui lui a consacré une grande thèse. Il y a également Michel Grunewald, qui est un bon germaniste et qui a écrit des choses très intéressantes sur Müller von den Bruck. Sur tous ces auteurs, il y a évidemment pléthore de livres sérieux, et puis il y a des biographies complètement invertébrées et sans intérêt. Et je fais un classement entre le sérieux et le pas sérieux, et pas du tout entre le favorable et le défavorable. Alors, si vous voulez, disons quelques mots du 3e personnage, parce qu'il est totalement différent, et c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Il s'appelle Ernst Nikisch, et ce Nikisch, lui, il vient de l'extrême gauche, plus exactement, il vient de la branche communiste du Parti social-démocrate allemand. Et on va le retrouver, jeune homme, dans les événements de la Révolution de Bavière en 1918, lorsque la République des Conseils, la République conseilliste de Bavière, il est au premier rang des combattants, il fait la Révolution, et ça lui vaut déjà des ennuis, il est emprisonné pendant quelques mois. Pendant la prison, il réfléchit, et son goût de la révolution et de la résistance socialiste découvre certains auteurs de cette fameuse mouvance de la révolution conservatrice, et il va évoluer notamment en se rapprochant de Jünger, l'écrivain, le fameux écrivain Ernst Jünger, qui à cette époque-là développe une activité intense au sein de ligues nationalistes ou nationalistes révolutionnaires. Et Nikisch, au terme d'un développement que j'expose dans le détail dans mon livre, va lancer une série de revues auxquelles Jünger va collaborer, auquel va collaborer aussi un dessinateur tout à fait extraordinaire, parce qu'il est resté célèbre en Allemagne jusqu'à nos jours, qui s'appelle Paul Weber. Et ils vont lancer en particulier une revue qui s'appelle Widerstand, c'est-à-dire résistance, doublée d'une maison d'édition. Les idées que développe Nikisch sont des idées très extrêmes. C'est une sorte de bolchevisme national, et on va d'ailleurs lui décerner l'étiquette de national-bolchevique, qui sera également accolée à Paul Weber.
et à Ernst Jünger. Et dans cette revue, qui s'appelle de manière, elle, vraiment prophétique, Résistance, Widerstand, Nikisch développe l'idée qu'il faut que l'Allemagne se rapproche de la Russie stalinienne. Il fait partie de ces groupements allemands de l'époque qui estiment que face aux puissances occidentales, dominées par le rationalisme français ou le positivisme anglo-saxon et le libéralisme américain, les Russes et les Allemands doivent s'entendre. Et pourtant, en même temps, ils sont très anti-marxistes. Donc ils font une analyse de la réalité soviétique qui est complètement dissociée et qui surtout va totalement à l'encontre de ce que l'on entend aujourd'hui. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que à l'époque soviétique, le marxisme était sympathique, mais que Staline, c'était vraiment affreux. Alors pour Nikisch, c'est exactement le contraire. Il reconnaît en Staline une sorte de nouveau tsar, dans le style soviétique, une sorte d'écho du prussianisme spartiate allemand, et il veut réunir tout cela. Bon, il ne touche pas un monde extraordinaire, mais il développe ses idées avec beaucoup d'intelligence, il crée ses réseaux, et lorsque Hitler arrive au pouvoir, alors là, les ennuis, évidemment, ont commencé. Pour lui, d'abord, en 1934, sa revue est interdite, il est arrêté, la Gestapo le met en prison, il en sort quelques mois plus tard, mais il y retourne très rapidement. Certains de ses amis sont assassinés, beaucoup choisissent l'exil, beaucoup rentrent dans la résistance, on va même le retrouver, on va retrouver certains de ces nationaux bolcheviques dans le fameux réseau de l'Orchestre Rouge. Hein. Et Nikisch, lorsque la Seconde Guerre mondiale se termine, est devenu à moitié paralysé, à moitié aveugle au fond de sa cellule, et c'est l'Armée rouge qui le libère. Et après la guerre, son destin un peu chaotique ne va pas s'interrompre, puisqu'il va d'abord s'installer en Allemagne de l'Est, où il va jouer un certain rôle politique. On se souvient de ses actes de résistance contre le nazisme, de la brochure qu'il a publiée, Hitler, un destin allemand, dans le sens d'une malédiction allemande. Et il va jouer un rôle dans le régime est-allemand. Et puis, finalement, comme il n'aime pas non plus les dictatures, il va rentrer en résistance à la fois contre le régime est-allemand, après avoir résisté au nazisme et à la République de Weimar. Et il va encore retourner en prison. Ce qui fait que Nikisch est extraordinaire, parce que c'est un homme qui a le triste privilège d'avoir été emprisonné sous Weimar, sous le Troisième Reich et sous le régime est-allemand. Il a varié ses déplaisirs. Et puis le vieux résistant Nikisch, à la fin de sa vie, va quand même rentrer s'installer à l'Ouest, où il retrouvera quelques-uns de ses vieux amis fidèles. Il mourra pour avoir publié 2 volumes de mémoires au tout début des années 60. Trajectoire, il faut bien le dire, très particulière, qui a été partagée par un petit nombre de gens, mais qui est une illustration, malgré tout, très passionnante de la diversité de la révolution conservatrice. Et puis, pour finir, je vais mentionner, mais on ne va pas en discuter trop longtemps car l'heure tourne, le nom d'un auteur, lui, beaucoup plus célèbre, l'auteur du déclin de l'Occident, de L'homme et la technique, de Prussianité et socialisme, et de bien d'autres ouvrages encore, qui est Oswald Spengler. Oswald Spengler a écrit l'essentiel de son grand livre sur le déclin de l'Occident pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait paraître le premier volume en 1918, le deuxième en 1923, et le succès de ce livre, est-ce que c'est à cause de son titre? Est-ce que c'est à cause de l'originalité de ses vues? C'est difficile à dire. Le livre a eu un succès extraordinaire, non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Et au cours des 3 ou 4 années qui suivent, plusieurs centaines de livres ou de brochures vont être publiés, soit pour l'approuver, soit pour le critiquer. Alors, ce qui est vraiment intéressant, Alain de Benoît, justement, avec Oswald Spengler et le déclin de l'Occident,
je ne sais pas ce qu'en pense Pascal, mais le titre lui-même est à peu près aussi galvaudé que le Troisième Reich de Müller. Oui, bien Parce sûr. qu'en fait, il ne décrit pas du tout... Il y a une théorie qui le sous-tend, cet ouvrage, avec ce qu'il appelle une civilisation... Alors, etc. Et il y a toute une théorie et qui nous échappe. Enfin, je dirais qu'il y a eu. Vous aviez fait un numéro spécial, si de Nouvelle École. la Nouvelle sur École. Spengler, oui. Et vous développiez justement la richesse du débat qu'il y avait eu mondial autour de C'est un ça, débat qui paraît incompréhensible aujourd'hui. Mondial, c'est-à-dire, il faut un peu rentrer dans la chose, si j'ose dire, mais il y a eu effectivement des centaines, des milliers d'articles, de livres, de brochures, ont discuté passionnément ces thèses. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Spengler, pourquoi essayer en 3 mots de Mais vous avez encore situer, du temps. Hein. oui, de situer sa façon de voir. La grande intuition de Spengler, c'est que c'est une erreur fondamentale d'envisager l'histoire de l'humanité comme un phénomène linéaire, partant d'un début absolu pour aller vers une fin absolue, ce qui l'amène à récuser toute forme d'idéologie du progrès et tous les historicismes modernes qui prétendent que l'humanité, en traversant un certain nombre de stades, va parvenir de manière unitaire dans une destination quelle qu'elle soit. Croyance qui est une vieille croyance biblique de l'histoire orientée, de l'histoire linéaire, mais qui peut aussi bien prendre la forme d'un certain marxisme ou d'un certain libéralisme, Positivisme. ou l'idée que nous dirigeons vers un stade terminal de l'histoire. Bon, Mais tout qui imprègne toujours bien sûr, les livres historiques mais en France, mais et qu'on l'université. retrouve et qui imprègne aussi, pour revenir à l'économie, le mythe du développement, bien entendu. Donc Spengler refuse tout cela et il fait ce qu'il appelle une morphologie historique, une morphologie de l'histoire, qui l'amène à considérer les grandes cultures, les grands ensembles culturels ou civilisationnels, dirions-nous en France, comme des ensembles relativement clos, relativement indépendants les uns des autres, mais qui obéissent également à une loi. C'est-à-dire que ces cultures, elles ont leur enfance, ce sont comme des organismes, elles croissent, elles se développent, elles deviennent adultes, et puis elles vieillissent, et elles connaissent une période de déclin, et elles meurent. La loi des cultures, c'est leur mort programmée. D'entropie historique. Et Spengler dit que lorsqu'elles sont en phase de déclin, les cultures cessent d'être des cultures pour devenir des civilisations. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre en France, parce que cette dualité culture-civilisation qui est tout à fait classique dans la pensée allemande, au moins chez de très nombreux auteurs. Avec Thomas Mann. On la retrouve chez Thomas Mann, en effet. On la retrouve chez bien d'autres. Quelque chose qu'on a toujours du mal à comprendre. D'ailleurs, c'est si vrai que lorsque Samuel Huntington a publié son fameux livre sur le choc des civilisations, ça a été traduit immédiatement en Allemagne par Kampf der Kulturen, c'est-à-dire le combat des cultures. Donc, nous avons tendance, nous, à appeler civilisation ce qu'en Allemagne, souvent, on appelle culture, et c'est pourquoi, chez Spengler, le mot civilisation est un mot très péjoratif, c'est quand les cultures sont en phase, je dirais, terminale. Alors, il distingue à la surface du globe un très grand nombre de cultures, la culture antique, la culture chinoise, la culture japonaise, la culture arabe, la culture qu'il appelle faustienne de l'Occident, qui pour lui n'est pas du tout la suite de la culture antique, contrairement là aussi à l'imagerie qui nous fait passer de l'Antiquité au Moyen-Âge, puis du Moyen-Âge au monde moderne. Pour Spengler, la culture antique, c'est un ensemble qui se termine complètement avec la fin de l'Empire romain. Et sur les ruines de l'Empire romain va apparaître une nouvelle culture, la culture occidentale, en réalité européenne, mais il dit occidentale, qu'il caractérise comme une culture faustienne, et sur laquelle il va porter un diagnostic. Et ce diagnostic, c'est que cette culture, à son tour, est entrée en période de crise, en période terminale. Alors évidemment, vous voyez qu'il y a chez lui des éléments relativement déterministes, ce qui a suscité de très nombreuses critiques. Mais les critiques, je dirais à la fois chez les tenants de l'idéologie du progrès qui refusaient l'idée que les cultures sont vouées à mourir, mais également chez beaucoup de gens de droite
qui n'appréciaient pas du tout qu'on leur dise que l'Occident c'était en voie de se terminer et qui ont dit mais non, ça continue, ça peut continuer toujours, il y a des difficultés sur la route, mais si on élimine les obstacles, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ce qui fait que ces gens de droite reprenaient à leur profit finalement un des grands postulats de la civilisation de l'idéologie du progrès, à savoir qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête et ça continue toujours. Donc il y a eu tout un nœud de discussion que je n'ai pas le temps évidemment de passer dans le détail, mais que j'examine dans mon livre, et qui fait que ce livre a été discuté absolument passionnément. Sous Weimar, Spengler essaye de jouer un rôle dans les milieux jeunes conservateurs. Il fait beaucoup de conférences, il publie des livres, lui aussi, et se montre très hostile au nazisme. Et lorsque Hitler arrive au pouvoir, il est déjà un peu vieux et malade, il reste là, mais il publie en 1934 un livre qui s'appelle Année décisive, qui est très violemment accueilli par la presse du régime, puisque certains journaux du parti nazi y ont vu le premier manifeste de grande ampleur de contestation du national-socialisme. À partir, les choses se détériorent encore pour lui dans les années suivantes, l'année suivante plutôt. À partir de 1935, ses livres sont toujours en vente, mais en même temps, la presse reçoit instruction de ne plus jamais mentionner son nom et de ne plus jamais parler de ses livres. Donc il ne fait plus l'objet que de quelques travaux universitaires. Et il meurt en 1936 à Munich. Sa mort arrange finalement le régime du Troisième Reich. Certains diront qu'il a peut-être été tué, mais en réalité il est vraisemblablement mort d'une crise cardiaque tout simplement. Et donc en 1936 il est disparu. Donc en 1945, des 4 personnages dont j'essaye de retracer l'histoire et l'itinéraire, le seul qui subsiste, c'est ce malheureux Dikisch qui a été de prison en prison et dont la gloire sera posthume, sera relativement brève, tandis que les autres auteurs, et notamment Spengler, lui, n'a cessé de faire parler de lui. Mais encore une fois, ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est de mettre en relation ces 4 figures pour montrer ce que chacune d'entre elles peut avoir encore à nous dire aujourd'hui et en quoi ils illustrent, chacune à sa manière, la diversité de cette fameuse révolution conservatrice allemande. Bon, Alain de Benoît, je vous remercie. On va être obligé de se quitter parce que c'est pratiquement la fin de l'émission. Donc, amis de Radio Courtoisie, vous venez d'écouter le libre journal de la Résistance française. Donc, j'ai reçu en première partie Lucien Cerise pour son ouvrage « Gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation », la nouvelle édition de ce ouvrage qui vient de sortir chez Max Milo. Nous avons également évoqué Charles Robin, « La gauche du capital, libéralisme culturel et idéologie du marché », qui vient de sortir aux éditions Crisis. Nous avons également cité le dernier numéro d'Éléments dont le thème central est le système, le comprendre pour le combattre, ainsi que la revue Rébellion, qui paraît à Toulouse, mais qu'on trouve sur Internet. Si vous tapez Rébellion, vous trouverez aussi sur la toile l'adresse d'Éléments pour la civilisation européenne. Et en seconde partie, donc, nous avons parlé de l'ouvrage d'Alain de Benoît, 4 figures de la révolution conservatrice allemande, qui vient de sortir aux éditions Les Amis d'Alain de Benoît. Et Lucien Cerise et Alain de Benoît signeront leurs ouvrages respectifs, mais aussi les précédents, samedi 13 décembre, donc samedi qui vient, à la librairie Fecta, 4 rue de Clichy, Paris 9e,